La France est donc prête à tourner la page des monarchies. C'est une étape cruciale qui va se faire dans le sang. Et il n'y a pas que la France qui va plonger dans la Révolution, une nouvelle fois. C'est l'Europe tout entière qui est entraînée dans cette grande vague de contestation qui va porter le nom poétique de Printemps des peuples. Et donc dans cette troisième et dernière vidéo, nous allons nous demander pourquoi l'Europe plonge-t-elle dans les révolutions en 1848 et voir dans un premier sous-point que c'est suite à l'insurrection républicaine parisienne. On rappelle que, interdits de réunion, les républicains contournent la loi en organisant des banquets politiques à partir de juillet 1847. Début 1848, à Paris, l'un de ces banquets est interdit par les autorités. En réaction à cette interdiction, les étudiants parisiens, accompagnés des ouvriers, manifestent leur mécontentement. À cette époque, à Paris, plus d'1 million d'habitants vivent dans la capitale. Les conditions de vie sont difficiles. Elles sont marquées par la pauvreté, le chômage, la saleté et les épidémies. Les divisions sociales sont fortes, et donc cela explique que les ouvriers, qui sont de plus en plus nombreux, aient rapidement rejoint le mouvement de contestation naissant. L'interdiction du dit banquet a lieu le 22 février. Le lendemain, 23 février 1848, les militaires de la garde nationale rejoignent les manifestants. Et vous savez que quand l'armée rejoint une révolte, ça se transforme la plupart du temps en révolution et en renversement du système en place. Le soir du 23 février 1848, une manifestation dégénère devant le ministère des Affaires étrangères. C'est un coup de feu qui va entraîner une riposte des soldats et provoquer 20 morts. Loin de vouloir rentrer chez eux, d'être effrayés, les Parisiens au contraire sortent et les barricades se multiplient. Le roi refuse de mater la rébellion dans le sang et abdique dès le lendemain, c'est-à-dire le 24 février. Dans la foulée, un petit groupe de républicains progressistes, à l'instigation d'un des chefs de file de l'organisation des banquets, Alexandre Ledru-Rollin, gagne le lieu mythique de la Grande Révolution, celle de 1789. C'est ainsi que, dans la nuit, est proclamé l'avènement d'un gouvernement républicain. De fait, c'est donc la Deuxième République qui naît, et on souhaite lui associer un symbole fort, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, ce qui signifie que c'en est fini de la monarchie en France. Cette insurrection parisienne va avoir des répercussions sur l'Europe entière, comme la Révolution de 89 en avait déjà eu en son temps. C'est une contagion européenne qui a lieu suite à cette insurrection de février 48. Et donc ce sont quasiment tous les pays européens qui sont touchés par le printemps des peuples. On l'a compris, depuis la Révolution de 89, les idéaux révolutionnaires se développent dans toute l'Europe. Ceux-ci sont plus ou moins endigués par les monarchies en place à coups de répression ou de censure. Les idéaux révolutionnaires et les principes qui les accompagnent continuent leur développement dans les sociétés européennes. Pour désigner ce phénomène, le député Alexis de Tocqueville avait parlé, je cite, d'un vent de révolution qui soufflait sur l'Europe. L'insurrection de 1848 à Paris est le point de départ d'une série de révoltes qui vont toucher l'Europe au printemps 48, et on parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de printemps des peuples. Il faut bien retenir cette expression de printemps des peuples. C'est l'Autriche qui emboîte le pas de la France le 13 mars, puis la Prusse le 18 mars, puis l'Italie. Dans l'Empire austro-hongrois, la Hongrie dénonce dès le 3 mars la domination autrichienne et réclame un gouvernement proprement hongrois. À Prague, capitale de l'ancien royaume de Bohême, on exige l'égalité des droits entre Tchèques et Autrichiens de langue allemande. À Vienne, en Autriche, les libéraux s'insurgent le 15 mars et le prince de Metternich, chancelier d'Autriche, est obligé de s'enfuir. Il ne reviendra plus jamais aux affaires. Au final, l'empereur lui aussi quittera Vienne au mois de mai et autorisera ensuite l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante. Les royaumes d'Italie ne sont pas en reste et sont eux aussi touchés directement par ce vent de révolte. Des villes comme Milan, Venise, Naples entrent en rébellion contre l'occupant autrichien. À Rome, le pape Pie IX lui-même est chassé par les révolutionnaires avec une certaine brutalité. À Berlin, du 18 au 21 mars 1848, une révolution oblige le roi Frédéric Guillaume IV à accorder une constitution à ses sujets. À Munich, le roi de Bavière, Louis Ier, est obligé d'abdiquer le 20 mars. Bref, vous l'avez compris, via cette énumération de révolutions, on a en Europe une véritable flambée révolutionnaire qui montre les aspirations des peuples à disposer d'eux-mêmes.
On s'était donc demandé dans ce chapitre qui avait pour thème l'Europe entre restauration et révolution, comment l'Europe avait-elle glissé lentement de l'ordre monarchique vers les souverainetés nationales. Les 3 temps de notre travail nous ont permis de comprendre plusieurs points principaux, parmi lesquels il faut retenir que les 2 expériences de monarchie constitutionnelle en France conduisent finalement à l'arrivée de la Deuxième République, ce qui montre que ces expériences de monarchie sont des échecs, mais elles montrent en même temps l'attachement des Français à la monarchie. La République n'était pas une évidence. Deuxième point à retenir, c'est à cette période qu'est né le projet européen de construire une paix durable, et c'est le Congrès de Vienne de 1815 qui a vraiment mis au cœur de l'Europe ce projet phare et clé. Troisième point à retenir, l'essor du mouvement des nationalités remet totalement en cause l'ordre de ce même Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne avait repris les monarchies en place, avait repris un certain nombre de positions défendues par les dynasties en place. Eh bien, le mouvement des nationalités, c'est-à-dire des peuples, rebat intégralement toutes les cartes de l'organisation des pays d'Europe et permet à l'Europe, avec ce vent de liberté, avec ce printemps des peuples, d'entrer de plein pied dans ce qu'on appelle l'époque contemporaine.